Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Fabienne, comment il est ? Les là même, je prends l'avion pour la Réunion demain. Donc vraiment pressé de retrouver notre chère île, ses beaux paysages, son climat et puis évidemment la famille. Et qu'est-ce que tu vas faire en premier en arrivant ? En arrivant, j'ai un petit rituel. En fait, je veux toujours manger. Soit un chemin de fer, soit un masse-pain. Ça change du petit-déj parisien. Et ça, tu sais, bizarrement, ça m'étonne pas du tout de toi. Je sais à quel point tu aimes la bouffe, alors la gastronomie réunionnaise est une bonne raison de rentrer à elle seule, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je crois qu'on accueille aujourd'hui une invitée passionnée par notre île également. Qui est-ce ? Effectivement, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Aonienne. Elle est autrice et créatrice de jeux de société et on a déjà eu l'occasion de la présenter au début de cette année puisqu'elle a publié un livre magnifique sur la flore de l'île qui s'appelle Flore Magigador. Son livre est en créole et en français et il raconte les contes et légendes cachés derrière 40 plantes emblématiques de l'île. Il vient d'ailleurs de remporter le prix flamboyant Livre Jeunesse. Elle a travaillé avec TM, le papa de la BD Tiburce, qu'on connaît bien. Et Céline va nous raconter donc comment ce projet est né, mais aussi comment elle est devenue autrice, avec les aventures et les défis de ce métier, en particulier lorsqu'on est une maison d'édition indépendante. Mais c'est pas tout, parce que cette carrière n'était pas celle dans laquelle elle s'était initialement lancée. Dans la première saison de sa vie, comme elle l'appelle, Céline Aonienne a travaillé dans l'administration française à l'accueil des demandeurs d'asile notamment, pendant de nombreuses années, dans les Antilles. Et c'est un parcours qui a forgé son caractère et son engagement social et citoyen, comme elle nous le racontera. Alors aujourd'hui, cet engagement continue de marquer ses choix et ses projets. Nous allons découvrir ensemble le parcours de cette femme incroyable. On vous souhaite donc à tous une très bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue sur Bas de Carré, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de te recevoir après avoir découvert ton dernier livre, Flore Magigador. Donc tu es autrice et aussi créatrice de jeux. On va revenir là-dessus pendant ton épisode. Et avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs ? Oui, déjà merci de m'inviter. Donc je m'appelle Céline Aonienne, je suis née à La Réunion. Voilà, j'ai grandi à La Réunion, j'ai fait ma scolarité à Saint-Denis. Donc après le bac, comme la plupart des Réunionnais, je suis partie à Paris pour poursuivre mes études. Donc j'ai fait Sciences Po Paris. Ensuite, ça m'a amenée à faire des stages divers. La Réunion, ça a toujours été pour moi un objectif, en tout cas le retour à La Réunion. Donc j'ai pendant mes études en fait fait un stage à La Réunion. Donc j'ai interrompu mes études pour faire une année de césure parce que je voulais absolument faire un stage à La Réunion. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pu faire un stage qui m'a amené à Madagascar notamment pour accompagner une association qui faisait une exposition photo autour des métiers de l'océan Indien. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Je suis repartie après finir mes études et j'avais toujours envie de voyager. Et donc mon premier boulot c'était à l'OFPRA. Ça dépend du ministère des Affaires. À l'époque c'était donc sous Sarkozy, donc de l'immigration et de l'identité nationale. Voilà. Et j'étais officier de protection, c'est-à-dire que j'étais chargée d'instruire les demandes d'asile et d'octroyer ou non le statut de réfugié aux demandeurs d'asile. Donc j'ai fait 1 an au Val-de-Fontenay et ensuite j'ai demandé ma mutation en Guadeloupe. J'ai fait là-bas 1 an en Guadeloupe. Moi, j'ai vraiment ressenti en fait à Val-de-Fontenay vraiment la pression des chiffres parce que donc j'étais embauchée en CDD et c'était vraiment l'idée de l'administration de déstocker, c'est-à-dire que il y avait trop de stock et donc on embauchait comme ça des vagues de CDD pour faire que du déstockage. On parlait vraiment chiffres, dossiers et vraiment pas de vie humaine, d'humanité, de... Ah oui, du déstockage de quoi, de personnes ? Oui, du déstockage de dossiers de demandeurs d'asile.
Ah oui, d'accord. Il fallait traiter vite les dossiers un maximum, c'est ça? Voilà. Et donc, on avait un objectif chiffré, c'était 2 décisions par jour. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, pour fuir ça, moi, je me suis dit, tiens, je vais demander ma mutation en Guadeloupe, c'est tranquille, le soleil, la mer et tout. Sauf qu'il y a eu le tremblement de terre d'Haïti. Et là, c'était tous les Haïtiens qui, en fait, fuyaient le tremblement de terre parce qu'ils étaient orphelins. Et moi, ça m'a vraiment déstabilisée parce que, en fait, les demandeurs d'Haïtiens sont très sincères. Et quand je leur demandais si donc ils avaient un combat politique ou militant, etc., d'une sincérité vraiment totale, ils me disaient mais non, mais moi j'ai plus rien, je suis orphelin, j'ai perdu mes parents, mes enfants, etc. Donc je ne peux plus rester là-bas. C'est une île traumatique. Enfin, ils continuaient quand même d'appeler leur pays Haïti chéri. Ils ont vraiment un rapport à leur île très fort, mais là, c'était juste un moment où ils pouvaient plus rester sur leur île. Et donc, moi, je devais leur dire que la Convention de Genève ne prend pas en compte les catastrophes climatiques. Donc, le tremblement de terre n'entre pas dans les critères de la Convention de Genève. Et quand ils avaient des problèmes, c'était surtout lié au vaudou. Donc, des questions de règlement de compte, mais par des sorts, etc. Et ça non plus, la Convention de Genève dit que ce ne sont pas des craintes rationnelles. Donc, ça m'a vraiment beaucoup déstabilisée. Surtout que venant de La Réunion, moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes, même au niveau des visages. Je trouvais que les gens qui étaient en face de moi, ça aurait pu être des gens de ma famille en fait. Donc vraiment à me poser la question, en plus moi avec mon histoire d'immigration, puisque c'est mon arrière-grand-père qui est venu de Canton, et de me dire que voilà, je suis du côté de l'administration qui juge et que finalement je juge les miens, que mon arrière-grand-père, lui, il a eu la chance de pouvoir venir. Mais quelle légitimité j'ai maintenant, moi, pour refuser à des gens qui me ressemblent, accéder à ce rêve, ce qui croit un rêve, en tout cas français. Donc j'ai démissionné et je suis revenue parce que vraiment la Guadeloupe, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Guadeloupe. Et je suis revenue pour monter la première antenne de la CIMAD, donc qui est une association d'aide aux migrants, et pour être accompagnatrice juridique en centre de rétention. Donc c'est en fait une prison où on met les sans-papiers en attente de leur expulsion. Donc là, c'est beaucoup de travail en urgence parce que en Outre-mer, le droit n'est pas le même que dans l'Hexagone. Donc ça aussi, c'était d'apprendre ça, c'était vraiment quelque chose de révoltant pour moi. Donc il y a plein de lois en fait qui ne s'appliquent pas en Outre-mer. Donc le droit des étrangers notamment. Si tu lis le CESEDA, donc il y a plein d'astérix, sauf dans les départements d'outre-mer, Donc il y a vraiment un traitement inégal vis-à-vis de la loi française pour les étrangers. Et notamment, aucun recours n'est suspensif. C'est-à-dire que tu as beau écrire des recours aux tribunaux, si la police a décidé de le mettre dans un avion, le gars, il est dans son avion alors que tu as obtenu une audience au tribunal pour lui le lendemain matin à 8h. Et ça, c'est spécifique au territoire et au département d'outre-mer, du coup ? Oui. Voilà. Donc voilà, c'était quand même très compliqué pour moi, notamment le milieu. Moi, je dis vraiment, c'est un milieu carcéral, c'est très machiste, hein. C'est que des policiers, voilà. Donc j'ai quand même travaillé 1 an et puis il m'est arrivé une histoire un peu, on va dire, unique, c'est-à-dire que j'ai été convoquée devant la commission de déontologie, donc à Paris, parce que en fait, quand on travaille dans l'administration, il y a une clause tacite qui est que l'administration a droit de regard sur ton parcours professionnel durant une période donnée. Donc c'est pour éviter notamment les conflits d'intérêts ou que tu nuises à l'image de l'administration. C'est-à-dire, par exemple, si tu es préfète et que tu veux devenir tout d'un coup stripteaseuse, bon, la commission de déontologie va te dire, bon, tu vas attendre un peu quand même parce que, voilà. Donc, je suis convoquée devant cette commission qui me dit que la Guadeloupe est toute petite et que comme moi, précédemment, je représentais l'administration française donc au sein de l'OFPRA et que maintenant, je suis de l'autre côté, je suis dans une association militante. Comme la Guadeloupe est toute petite, voilà, ça brouille un peu les lignes, les Guadeloupéens ne comprennent pas, etc.
Donc alors ce qui est vachement bizarre, c'est que du coup c'est encore l'Hexagone, l'administration française qui juge pour un territoire qui est la Guadeloupe. Hein. C'est pas l'administration guadeloupéenne ou même la préfecture là qui me porte grief en fait. Donc c'est encore très centralisé. Alors que du coup à ce moment-là, tu n'étais plus en Guadeloupe ou tu étais toujours en Guadeloupe? J'étais toujours en Guadeloupe. Toujours en Guadeloupe, d'accord. Ça faisait 1 an que je travaillais et sans aucun problème avec la préfecture sur place ou même les associations sur place ou les avocats. Donc c'est clairement un problème d'administration franco-française et qui veut peut-être réaffirmer son pouvoir sur une ex-colonie, enfin je sais pas, bref. En tout cas, ils ont émis contre moi donc une clause qui est que je ne pouvais plus travailler en Guadeloupe et donc je devais quitter la Guadeloupe. Donc ça aussi, ça a été assez violent à accepter. Ensuite, j'ai été à Perpignan, donc toujours en centre de rétention. Perpignan, c'était beaucoup plus dur parce qu'en fait, on est vraiment là à une frontière où les gens ne veulent pas rester en France. En fait, ils passent juste d'Espagne, ils veulent aller en Allemagne, ils veulent aller en Suisse, mais ils veulent pas rester en France. Donc, ils ne comprennent pas qu'ils soient enfermés, en fait, en prison, parce qu'ils disent, mais moi, la France, je veux pas y rester, hein, c'est juste un passage. Et surtout, ils étaient renvoyés, du coup, dans les pays où ils revenaient. Donc, ils payaient des passages, mais donc on les renvoyait, etc. Et c'était vraiment un très très gros centre qui brassait, mais c'était des descentes en fait. La police le matin se dit bon on va à la frontière, ils remplissent le fourgon et puis le soir ils rentrent. Donc c'était vraiment là des vagues. Et évidemment avec des conditions d'incarcération très difficiles. Et il y a eu plusieurs tentatives de suicide dans le centre de rétention. Et moi à cette époque j'étais toute seule en centre de rétention. En fait, les centres de rétention, depuis Sarkozy, obéissent à un marché, en fait. C'est des périodes de 3 ans, je crois. On ouvre le marché et donc l'État dit quelle est l'association qui veut s'occuper de tel ou tel centre de rétention. En fait, c'est un peu schizophrène parce que du coup, moi, je suis payée par l'État pour être présent en centre de rétention pour faire valoir les droits des retenus, mais la police est également payée par l'État pour renvoyer du coup les retenus dans leur pays. Donc c'est un peu schizophrène. Oui, c'est un peu contradictoire. Voilà, donc c'est la même main qui paie pour renvoyer les gens et pour défendre leurs droits pour qu'ils restent. Et donc là, quand il y a eu cette deuxième tentative de suicide, moi je disais que c'était essentiel de communiquer parce que notre présence en centre de rétention est aussi justifiée par le fait que ce sont des centres fermés où il y a personne. Donc nous, on a le devoir en fait de témoigner. Et c'était une période où justement le marché était remis en fait. Et mon association m'a dit, écoute, si on ouvre notre gueule maintenant, on n'aura pas le marché. Donc ce sont des millions d'euros. Hein. C'est ça aussi qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'associations indépendantes et elles vivent essentiellement des subventions de l'État. Donc, elles peuvent pas non plus affirmer haut et fort leur militantisme parce que de l'autre côté, il y a toujours la main de l'État qui les paie. Donc, on m'a dit non, là, écoute, il faut fermer sa gueule parce que il y a le marché. Moi, j'ai quand même fait fuiter l'information parce que ça me semblait évidemment primordial, sans que ça soit un communiqué officiel en fait. Et suite à ça, j'ai été très gentiment licenciée. Oui, tu étais devenu un élément un peu gênant. Voilà. Sauf que c'est mal connaître mon caractère, coco dur. Oui, on voit que tu te laisses pas faire hein, quand même lorsque il y a des choses qui te dérangent. Et donc, j'ai poursuivi au prud'homme, j'ai gagné au prud'homme et j'ai eu 10 000 euros pour licenciement abusif. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, je réfléchis à ce que je veux faire. Parce que 10 000 euros, pour moi, c'est vraiment... voilà, c'était une super somme. Et puis, c'était aussi la fin d'un combat parce que c'est assez épuisant d'aller au prud'homme. Et là, je me suis dit, j'ai envie de voir du beau. Donc, j'ai fait un CAP bijouterie-joaillerie à l'école Boulle. Donc, waouh, rien à voir. Oui, complet revirement de situation. Voilà. Et puis, après, donc là, j'étais à Paris. Et à Paris, c'est formidable. T'as plein d'initiatives, t'as plein de choses, d'événements, etc. Et là, il y a une petite annonce pour un incubateur féminin qui recherche justement des femmes porteuses de projets. Donc, il faut pitcher. Et alors, moi, j'ai toujours inventé des histoires, des jeux, etc. Mais dans le cadre familial, en fait.
Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de tablette et de téléphone portable. Donc, je faisais plein de jeux, on découpait avec mes cousins et tout. Et là, je me dis, mais je vais postuler à la séance de pitch. J'avais un jeu dans un tiroir. Et je pitch et je gagne donc 1 an d'accompagnement dans cet incubateur féminin. Et donc, c'est là que Décodix, mon premier jeu de société, est né. Donc, mon parcours, c'est vraiment des hasards, en fait. Ouais, et puis pour nous remettre un peu dans la chronologie, donc du coup, entre tes études et le moment où tu es incubé pour sortir ton jeu, il se passe combien de temps ? Alors, je suis diplômée en 2008 et là, c'est du coup 2017 que je lance vraiment ma maison d'édition. D'accord, quasiment une dizaine d'années entre... Vieille, hein. Non. Enfin, si tu dis ça, genre toute l'équipe. Hein. Mais ok. Donc, une dizaine d'années très intenses quand même, où tu as vu beaucoup de choses, vécu quand même des expériences très marquantes. Toi, comment tu le vivais du coup en tant que réunionnaise, le fait aussi de voir d'autres populations, d'autres îles, tout ce rapport avec l'immigration? Est-ce qu'au début, c'était quelque chose qui t'a attiré à cause de ton histoire que tu évoquais un peu tout à l'heure? Ou bien est-ce que c'est par hasard et ensuite une résonance, on va dire, avec ta propre histoire? Vraiment par hasard. Vraiment, c'était pour le soleil que je suis allée en Guadeloupe. Donc rien à voir au départ. Attends, Val de Fontenay, RER A, t'imagines? Et on me dit, alors il y a une antenne à Basse-Terre. En plus, Basse-Terre, c'est du coup vraiment la Guadeloupe hyper préservée. Mes parents, quand ils sont venus, ils m'ont dit, c'est la Réunion longtemps, quoi. Donc c'est vraiment le cadre idyllique. C'est encore avec une vie de village ou non, vraiment. En fait, c'est vraiment souvent la confrontation à l'autre qui te renvoie à ce que tu es et aux similitudes que tu as avec d'autres Iliens. Et là, c'était plutôt en fait lié à la colère aussi. Que tu as ressenti sur place en fait, face au système, aux situations des gens, etc. Et du coup, de se poser aussi la question, toi, de ton parcours migratoire, parce qu'avant ça, tu te poses pas trop la question d'où tu viens, tes arrière-grands-parents, etc. Et puis le créole haïtien, le créole, c'est vraiment des langues différentes, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans le visage des gens qui vraiment me rappelait mon enfance ou des gens que j'avais vus ou ma nourrice, etc. Et j'avais vraiment l'impression de juger les miens. Alors qu'à Val de Fontenay, il y avait des Arméniens, il y avait des Afghans, des Sri Lankais. J'avais plus cette distance, en fait, de dire ce sont des pays en guerre, enfin, ce sont des pays loin de moi, etc. Et là, bizarrement, ça me renvoyait vraiment à ma famille, à notre histoire. Ouais, il y avait une vraie proximité, en fait, qui se crée en filigrane. Voilà. Et puis cette sincérité de toujours... parce que j'avais beau leur dire... que leur dossier allait être rejeté, que la Convention de Genève ne prenait pas en compte. Tout ce truc de dire merci madame, que Dieu vous garde, etc. Et ça, je trouve que, moi, en tout cas, mes grands-parents ont toujours été comme ça, à toujours dire merci, à remercier, à nous dire il faut pas faire de vagues, il faut pas se révolter, il faut toujours pas piller la tête, mais voilà, toujours dire merci. Alors ça, moi, j'essaie maintenant de vraiment me détacher de ça parce que je pense que je suis une Française à part entière et je n'ai pas à dire merci. Mais voilà, du coup, tout ce côté m'a vraiment touchée. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que moi, je prends conscience, en fait, des points communs. Et après, quand je te dis que je m'aperçois que la loi n'est pas la même dans les Outre-mer... Oui, ça, c'est fou. Personne n'en parle, quoi. C'est... Voilà. Non, je pense qu'on l'apprend là, en t'entendant dans cet épisode. Ouais, voilà. Et donc, c'est vraiment cette... une colère commune, je pense. J'ai un vrai lien avec la Guadeloupe par ce biais-là, par cette colère. Et puis quand j'y étais, c'était aussi, il y avait le LKP, le mouvement du LKP. Alors il y avait des barrages. Alors c'est vraiment une anecdote très très cocasse. Ils faisaient des barrages donc pour justement financer leur mouvement. Et donc j'arrive, il y a un barrage, il y a un petit jeune qui me dit il faut payer, c'est 5 €. Donc volontiers payé, surtout que je suis hyper militante et tout. Et puis je lui dis, mais j'ai qu'un billet de 10. Mais vas-y, prends. Et là, il me regarde, fait, non, je vais te rendre la monnaie. Hein. Puis là, il court, il va voir son camarade et tout. Il fait un échange et puis il me rend la monnaie. Et je suis là. Oui, parce que 5 €, c'est 5 €. Hein. Ouais. C'est fabuleux. Toi, t'as envie de donner. Tu dis, non, c'est bon.
Non, 5 euros, c'est 5 euros. Donc voilà, il y a plein de choses aussi dans le militantisme, dans la rigueur, l'éthique, tu vois, et qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et je me suis rendu compte vraiment qu'en tant que Réunionnaise, qu'en tant que Réunionnais, on est vraiment très docile. Ah oui, Ouais. par rapport à d'autres endroits où ils peuvent mener des combats différemment, tu veux dire. Ouais. Et toi, est-ce que ce militantisme, après, tu l'as gardé, tu l'as transporté avec toi par la suite? Oui, alors du coup, après, donc, dans la saison 2 de ma vie, effectivement, même si je suis dans les jeux de société, dans les livres jeunesse, j'avais toujours une culpabilité, en fait, de ne plus être au front. Surtout qu'il y a eu là les tentes sur les bords de la Seine, il y a eu la jungle de Calais, il y a eu les naufrages en Méditerranée, et j'ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que, enfin, je vivais vraiment dans un monde à part. Et c'est pour ça que j'ai écrit un manuel, ça s'appelle Comment devenir un parfait demandeur d'asile, qui est entièrement téléchargeable gratuitement sur mon site internet qui s'appelle Voyage en terre d'asile. C'est un peu un manuel de préparation à l'entretien OFPRA. Parce que pour moi, c'est vraiment... En fait, quand tu fais un entretien pour un job, t'as plein de bouquins qui te préparent. Et là, je me disais, mais en fait, tu viens à l'OFPRA, c'est un entretien qui va déterminer ta vie. Et il n'y a aucun manuel qui t'apprend comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on attend de toi, etc. Donc, j'ai fait ça. Il y a aussi un petit jeu de société avec, évidemment. Évidemment, ça reste ludique. Voilà, un petit jeu de cartes parce qu'en fait, il y a beaucoup de temps long quand tu es migrant parce qu'il y a des queues, par exemple, juste pour refaire sa carte de séjour à la préfecture, t'as une queue monstre, enfin voilà. Et donc, c'est un petit jeu de cartes où dessus, tu as les principaux droits. En anglais et en français. Là, c'est en cours de traduction en arabe. Il y a en version russe aussi. Donc tout ça, ce sont des anciens migrants donc qui ont eu leur carte de séjour, qui ont traduit bénévolement. Génial. Donc en ligne, il y a aussi la version espagnole. Donc voilà, là c'est vraiment une autre partie. On va dire que ce n'est plus ma vie professionnelle, mais ça reste quand même... C'est une autre façon de t'impliquer dans les causes qui te tiennent à cœur, en fait, avec aussi le nouveau métier que tu t'es approprié dans la saison 2 de ta vie, comme tu dis. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça marche? Comment est-ce qu'on crée un jeu? Comment est-ce que toi, tu t'es dit ah, j'adorais créer des jeux et maintenant je vais en faire mon métier? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que ça demande? Alors, je pense que le milieu a beaucoup changé parce que donc moi quand je me suis lancée, donc c'était en 2017 et le jeu de société commençait vraiment à se faire une place, on commençait à en parler. Avec le prototype, c'était avec mon conjoint de l'époque, on a fait beaucoup de festivals pour tester le jeu, parce que ce qui est très important, c'est de tester un jeu. Parce que donc il faut voir si la mécanique du jeu, sur combien de parties, est-ce que ça bloque ou est-ce que c'est fluide? Est-ce que les gens s'amusent au bout de 1, 2, 3, 4 parties? Est-ce qu'il y a toujours la même envie de rejouer? Parce que le jeu, pour moi, c'est beaucoup plus difficile à créer qu'un livre. Parce qu'un livre, c'est rare que tu le relises 4-5 fois. Alors qu'un jeu, normalement, tu y rejoues. Donc, il faut vraiment qu'il soit amusant et que tu aies envie d'y revenir. Et puis, c'est un jeu pour les enfants. Donc, c'est très important de le tester aussi auprès des enfants qui sont très, très sincères. Donc, si c'est nul, ils te disent... Très exigeant. C'est nul. Donc ça apprend pas mal l'humilité aussi. Et là, tu parles du premier jeu que tu as créé du coup. Voilà, Décodix. Mais vraiment, en prototype, j'ai dû avoir 4-5 versions. Hein. Faut pas hésiter à se remettre en cause, à expérimenter de nouvelles choses. Au début, c'était un jeu plateau. Et puis après, c'est en allant voir les boutiques de jeux à Paris. La dame me disait, mais à Paris, une grosse boîte comme ça, les mamans me disent qu'elles peuvent pas ranger, quoi. Pas pratique. Ah oui, il faut être très pragmatique dans les considérations quand même. Et ce jeu Décodix, tu peux nous dire ce que c'est, le pitcher, le jeu? Voilà. Alors, c'est un jeu, en fait, d'anagramme. Donc, on a mélangé les lettres. Et donc, il y a des indices. C'est une énigme, en fait. Il faut retrouver un mot à partir de 2 autres ou 3 autres mots mélangés. Donc, ça fait intervenir aussi l'association de mots,
puisque le mot qu'il faut trouver n'est pas écrit. Et sinon, c'est basé sur les anagrammes. Donc ça, c'est Décodix à partir de 12 ans. Et le Décodix Kids à partir de 8 ans, ce sont des anagrammes, mais en syllabes. Donc, il faut remettre les syllabes en ordre. Et c'est sur la culture générale. Donc, vraiment des thèmes musique, cinéma, géographie. Et il y a Décodix Apéro, c'est pour les plus de 18 ans. C'est tu perds, tu bois ce que tu veux. S'il y a un petit micro, tu chantes, tu rejoues. Et voilà, il y a des petites énigmes un peu coquines, mais toujours très ludiques. Alors, on apprend plein de choses parce que l'idée, c'était justement que la connaissance vient en jouant. Apprendre en s'amusant. Voilà. Donc, on décrypte le petit mot et après, on apprend d'où ça vient, etc. Donc ça, c'était le premier jeu. Ensuite, il y a eu Ave César aussi, qui est comment on se dit bonjour à travers le monde. Donc, c'est un petit jeu de bluff et de mime où chaque joueur devra, du coup, mimer le salut du pays. Donc voilà, c'était l'idée aussi de montrer qu'on pouvait être de cultures, de pays, de religions différentes. Et on se dit tous bonjour, les amoureux s'embrassent, les mamans font des câlins à leurs bébés dans tous ces pays. On retrouve un peu ce que tu disais au début, le fait d'être confronté à l'altérité, mais aussi de se rendre compte qu'on est pareil. Ouais. Et donc, quand on a commencé, voilà, c'était très familial, les festivals de jeux, entre auteurs de jeux, on se faisait tester les protos. Et puis là, ces dernières années, c'est pour ça que là, moi, je suis en train de penser, est-ce que je ne me réoriente pas? Parce que il y a eu un tel engouement autour du jeu que donc il y a Asmodée qui a racheté beaucoup de maisons d'édition, c'est coté en bourse, donc c'est devenu vraiment une industrie. Et maintenant en festival, tu ne retrouves même plus les auteurs de jeux, ce sont des CDD, enfin des sous-traitants qui sont là pour animer les parties, donc purement des commerciaux. Et pour moi, ça a beaucoup changé l'ambiance des festivals. Donc voilà, est-ce que je conseillerais aujourd'hui à des gens de se lancer dans le jeu de société? Je ne sais pas. Parce que je trouve que c'est devenu très compliqué de se démarquer, parce que et vraiment au niveau pub, etc., il y a tellement de matraquage publicitaire. Ouais, on n'a pas les mêmes moyens que des grosses maisons d'édition, c'est sûr, c'est pas la même échelle. Voilà. Donc moi j'ai eu de la chance du coup que Décodix, c'est plutôt bien marché, mais on était vraiment dans une période particulière en fait. Faste pour le jeu indépendant au début en tout cas. Oui. C'était il y a combien d'années? C'était en 2017, c'est ça? Voilà, 2017, on a dû mettre 1 an pour le sortir, donc 2018, 2019, puisqu'on a sorti une deuxième édition. La première édition s'est bien vendue, on avait fait un tout petit tirage, donc on a relancé une deuxième édition. Donc ça, on était content aussi, puisque c'est rare que pour un jeu, enfin en plus on avait fait un financement participatif, pour te dire, c'était encore... Et aujourd'hui, c'est pareil, hein, sur Ulule, etc. Faut mettre des vidéos, enfin voilà, faut investir niveau com. Moi, à l'époque, j'ai vraiment fait mes petits trucs maison, etc., mes petites photos. Je dis à l'époque vraiment comme si j'étais Gramoun, mais bon. Oui, mais c'est vrai qu'en 5 ans, ça a beaucoup changé. Bon, alors évidemment, il y a eu le Covid qui a contribué à l'explosion, je pense, de la popularité des jeux de société, mais c'est fou de se dire qu'il y a une telle différence entre 5 années et puis aujourd'hui, ça va vraiment vite. Moi, je pense qu'il faut faire aussi l'éducation du consommateur. Maintenant, on sait consommer bio, local, voilà, commerce équitable, etc. Je pense qu'il y a la même éducation à faire pour les livres et les jeux. Ouais, les produits créatifs. Ouais. Valoriser les petites maisons d'édition indépendantes qui ne sont pas subventionnées par Bolloré, par exemple. Voilà. Et où on essaie de vivre, mais évidemment, on n'est pas compétitif niveau prix. Moi, je peux pas sortir un jeu là à 9 € ou 10 €. C'est impossible. Donc, il faut aussi que le consommateur, comme il l'a fait pour le bio, s'éduque et puis se demande tiens, qui est cette petite maison d'édition? Et c'est vraiment du soutien à la création en fait qu'il faut faire. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cette vision-là quand on achète des jeux aujourd'hui ou même des livres d'ailleurs. Peut-être que pour les livres, on est un tout petit peu plus sensibilisé parce qu'on connaît les grands noms et que c'est un produit de consommation malgré tout qui est beaucoup plus répandu que les jeux de société en termes de volume. C'est vrai que pour les jeux et d'autres produits créatifs un peu plus niches, on n'a pas forcément cette visibilité ou cette connaissance des grands noms ou des petites maisons, etc. Donc il y a quand même pas mal de communication à faire.
Et alors, juste, je rebondis là-dessus pour mettre une autre couche de révolte. Si tu es, par exemple, une grande maison comme Hachette ou Larousse, donc ton siège social est en Hexagone, tu as des subventions pour importer tes livres à La Réunion. Donc, cette subvention, c'est 100% du transport maritime. Donc, ça veut dire, en gros, tu importes gratuitement tes livres à La Réunion. Et ça, c'est très intéressant dans la perspective de, comment dire, inonder le marché de l'outre-mer avec des produits qui ne sont pas issus de l'outre-mer. C'est aussi coloniser les imaginaires, hein, on peut le dire. Voilà. Oui, bien sûr. Et moi, en tant que maison d'édition réunionnaise, je veux exporter donc mes livres dans l'Hexagone. Je dois payer 100% de mon transport. Donc, ce qui est carrément impossible pour moi, en fait. Oui, bien sûr. Ça veut dire, en gros, que les grosses maisons d'édition peuvent nous inonder, mais nous, notre création littéraire, nos imaginaires n'intéressent pas du tout les lecteurs métropolitains. Là, moi, je trouve qu'il y a vraiment un combat à mener, parce que je trouve ça encore très colonial comme logique. Et pareil, personne n'en parle. Donc... Oui, parce que personne n'est au courant, en fait, à moins de se pencher sur la question. Lorsque, comme toi, on veut éditer un livre et potentiellement l'exporter, je suis sûre que beaucoup de gens, en fait, en Hexagone auraient un intérêt pour ton dernier livre dont on va parler. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu pouvais le présenter en Hexagone que lors d'un salon où toi, tu dois faire le déplacement, tu dois du coup apporter le stock et vous étiez un collectif pour pouvoir profiter, je suppose, aussi de tout transporter d'un seul coup et pas que la charge soit portée par chaque individu. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, enfin, à moins de rencontrer un auteur qui a cette problématique, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui pourraient tout à fait être intéressés, des Réunionnais comme nous, ou bien des gens qui ont envie de découvrir la Réunion, ou qui ont envie de découvrir la flore de la Réunion. Oui, ou qui sont juste curieux. Nous, on a bien lu Les Chevaliers de la Table Ronde. C'était des contes qui n'étaient pas de la Réunion, et pourtant on les a lus. Enfin voilà, donc je ne vois pas pourquoi les contes de la Réunion ne pourraient pas intégrer le fin fond de la Bretagne. Absolument, et surtout il y a aussi plein de Réunionnais en Bretagne, donc. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dernier livre qui est celui que nous, chez Bas de Carré, on a connu en premier de tes réalisations? Donc, ça s'appelle Flore Magigador. Donc, c'est 40 contes, légendes ou histoires créoles sur les plantes de la Réunion. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher dans le patrimoine culturel réunionnais. Donc, ce ne sont pas des histoires que j'ai inventées, mais que je suis allée vraiment chercher. Donc, auprès notamment de monsieur Raymond Lucas, qui est un botaniste qui a 87 ans, qui vit aux Avirons et qui connaît tous les pouvoirs magiques de toutes les plantes. Et l'idée, c'était vraiment, en fait, ce savoir à La Réunion est oral. Et aucun des enfants de monsieur Raymond Lucas ne reprend le flambeau. Donc, je me suis dit, c'est vraiment urgent de le mettre dans un livre pour vraiment cette transmission, en fait, aussi aux marmailles. Parce que je me suis rendu compte que les marmailles peuvent dessiner facilement un sapin, mais si on leur dit dessine un pied mouroum, alors qu'il y en a partout, hein, vraiment, il y en a partout, ils savent pas trop. Et donc, l'idée, c'était aussi de réenchanter la botanique en leur racontant, voilà, nos histoires. Et surtout que ce savoir venait des Gramounes. Et en fait, il y a beaucoup d'histoires qui se sont perdues parce que nos Gramounes ne savaient ni lire ni écrire. Et que souvent, quand ils disaient quelque chose, on leur disait « Ouais, non, mais t'as pas été à l'école, donc tu ne sais pas. » Donc, quelque part, eux-mêmes, à un moment donné, ils se sont censurés parce qu'ils n'avaient pas cette éducation. Sauf que là, à travers les contes et légendes, en tout cas, moi, je me suis aperçue de ça, c'est qu'ils avaient un savoir empirique. Ils observaient beaucoup la nature. Donc, par exemple, le premier conte, c'est Tamarin. Et donc, quand nous, les marmailles, Gramoun, il dit « Allez pas jouer sous pied Tamarin parce qu'on a bébête, il rote dessous. » Alors là, on peut dire « Ah, le créole est superstitieux, les bébêtes, les fantômes, voilà. » Or, il y a une étude scientifique qui a prouvé que quand le soleil est au zénith, en fait, le tamarin dégage un gaz hallucinogène. Donc, c'est pour ça que si tu t'endors dessus, tu vois des bébêtes, quoi. Et donc là, quelque part, ça replace le curseur en disant « Ah, Gramoun, t'es pas couillon. » Et tout là où on a dit « Ouais, les créoles sont superstitieux, ils connaissent rien, ils ont pas été à l'école », tout d'un coup, le regard se déplace. Et en fait, peut-être que justement, parce qu'ils savaient pas lire et écrire, ils savaient pas expliquer
scientifiquement ce qui se passait sous le pied de tamarin. C'est peut-être pour ça que les anciens ont inventé ce conte, puisqu'ensuite il y a un conte que je vais pas spoiler sur le tamarin. Ils ont inventé ces contes juste pour transmettre aux enfants, du coup, les mises en garde ou les vertus de telle et telle plante. Et en fait, c'est très intelligent, parce que quand t'es marmaille, évidemment que tu vas plus être à l'écoute d'une histoire magique que de fais pas ci, fais pas ça, ou que scientifiquement c'est éprouvé. Donc c'est ça aussi, de remettre en avant le savoir des Gramounes, et que quand t'es marmaille, tu dis Gramoun, t'es pas couillon, quoi. Ah oui, et tous les contes correspondent à une certaine mise en garde, une certaine morale parfois, qui sont basées un peu sur une vérité en fait. Sinon, on n'inventerait pas. En fait, ces histoires ne naîtraient de rien. Oui. Ça semble vraiment logique. Alors, il y a le tamarin, et tu peux nous dire un peu quelle plante, quel pied de bois connu il y a dans Flore Magigador? Alors, il y a Bougainvilliers, qui notamment, c'est l'histoire de la Vierge Noire. Donc, c'est Mario, le petit esclave. Donc, il est enfant, il fuit, il va se réfugier donc dans la grotte. Donc, il y a les chasseurs de marrons qui le poursuivent. Et lui, il a volé une petite Vierge Marie avant de partir. Et donc, il prie la Vierge Marie de le protéger. Et il est dans sa grotte. Et tout d'un coup, il y a un bougainvillier, donc il pousse. Et donc, il y a des épines, le bougainvillier. Et donc, il repousse les chasseurs. Donc, ça, c'est une histoire qui est très ancrée dans la vie quotidienne. Parce que moi, ma grand-mère petite, j'allais au pèlerinage, alors Notre-Dame de la Salette. Donc, il y a aussi l'histoire de Notre-Dame de la Salette. On allait à la Vierge Noire. Et c'est très présent. C'est-à-dire que c'est pas que des contes et des histoires oubliées. C'est très présent aussi dans la vie quotidienne. Donc, c'était aussi ça que moi, je voulais mettre en avant. Ouais, on n'a pas brisé les liens entre le passé, notre histoire, malgré tout, et les expériences de nos Gramounes et aujourd'hui, même si on a peut-être un petit peu oublié les significations. Oui, voilà. Après, il y a des plantes un peu moins connues, comme liane carrée, il y a des plantes endémiques, il y a des plantes invasives aussi. Il y a aussi le zamal, parce que c'est une plante de la Réunion. Ouais. Et que pour moi, il faut pas cacher aux enfants, en fait, ce que c'est, parce que ça a été aussi utilisé en tisane, c'est aussi utilisé autrement que pour fumer et pour des usages récréatifs. Donc voilà, il y a 40 plantes, donc connues ou moins connues, mais qui existent toutes à La Réunion. Ouais, c'est un travail énorme, 40 plantes. Est-ce que toi, tu étais intéressée par la botanique et le patrimoine végétal avant de commencer ce projet ? Oui, surtout quand ça se mange. On reconnaît bien l'origine réunionnaise. Ah ouais, tout ce qui se mange, tout ce qui est végétal et qui se mange, c'est formidable. Ce qui est formidable aussi, c'est la cueillette. Par exemple, à chaque fois que c'est à la saison des goyaviers, tous les créoles, on va cueillir les goyaviers. Bah là, c'était à la saison des litchis. Nous, on a un camarade qui a un verger. Plaisir d'aller casser les litchis. Je trouve qu'il y a encore un plaisir à la cueillette et à manger quelque chose qui pousse sur un pied de bois, que tu vois évoluer et que tu attends que ça soit bien mûr, etc. Et qui est tellement bon. C'est vrai que à La Réunion, enfin je trouve, j'ai pas forcément retrouvé ça ailleurs, peut-être un petit peu en Asie, mais on a quand même un rapport assez particulier au végétal. On est très fiers de notre jardin créole, de nos pieds de bois, nos arbres fruitiers. Dès qu'on voit un pied de bois qui est chargé de fruits, on se dit ah là là, c'est chargé. On regarde dans la cour de qui c'est, et les gens sont vraiment fiers d'avoir un pied qui donne bien. Et j'ai pas retrouvé forcément ce rapport, comme tu dis, au végétal qui se mange, et même au goût de faire fleurir des choses, faire pousser, aussi la générosité de partager les fruits avec ses amis. On est fiers d'avoir dans son jardin, mais après c'est un plaisir aussi de pouvoir donner des kilos et tout de longani, de litchi aux gens. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des pieds de bois. Moi je dis ça, des pieds de bois collectifs. C'est-à-dire, pareil, un régime banane, ta famille de 4-5, au pire, t'arrives pas à manger un régime de banane. Donc t'es obligé de partager. Ou même là, on a un Jacques. Mon papa a coupé le Jacques, là. Le Jacques est tellement énorme. T'es obligé de partager. Et en fait, un fruit à pain, c'est pareil. C'est quand ça donne, ça charge. Et du coup, ce sont des pieds de bois collectifs. T'es obligé d'aller voir ton voisin, tes amis, et de partager, d'échanger. Et surtout, cette saison, tu vois, on attend. Pour nous, l'été, c'est la saison litchi.
Là, c'est la saison goyavier. Enfin, c'est très rythmé, ouais, par, comme tu dis, le végétal qui se mange. Ouais, calendrier des fruits et légumes. Et pour ce livre-là, Flore Magigador, tu as travaillé avec TM qu'on connaît. Oui. Bah, je pense qu'il y a pas mal de gens parmi nos auditeurs qui vont connaître grâce à Tiburce. Oui. Et comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Alors, c'était encore par hasard. Moi, je suis depuis toute petite. TM, c'est... Et donc, je lui envoie un mail en lui disant bonjour, je m'appelle Céline Aonienne. J'écris un livre dont l'histoire se passe aux Avirons et dont la grand-mère s'appelle Flora. Et il me répond, quelle étrange coïncidence, ma famille vient des Avirons et ma grand-mère s'appelle Flora. Incroyable. Incroyable. Et donc, évidemment, on ne pouvait que travailler ensemble. Et là, on est en train d'écrire ensemble la série Flore Magigador. On croise les doigts parce que c'est toujours pareil quand on écrit. Donc moi j'ai insisté pour que la série soit évidemment en créole. Donc normalement ça va être diffusion locale, donc sur Réunion la première. Mais ça coûte tellement cher en fait l'animation, c'est quand même 10 000 € la minute, que l'idéal ça serait que ça soit diffusé au national. Sauf que c'est toujours pareil, c'est oui, mais ça parle des plantes de la Réunion, ça sera en créole, donc ça n'intéressera pas le téléspectateur métropolitain. Vraiment, on s'est heurté à ça. On n'a jamais essayé, en fait, on peut pas savoir si ça les intéresse ou pas, mais bon. Surtout, nous, on regarde des dessins animés japonais. Doublés et ou sous-titrés. Ouais. Et donc, je suis là, mais... Enfin, voilà, ça parle encore d'un rapport... particulier qu'on a entre la Réunion et l'Hexagone et de notre culture réunionnaise, voilà, qui est sans cesse dévalorisée. Je pense que j'aurais proposé un dessin animé japonais, on m'aurait dit ah super le Japon, etc. Mais là c'est pas ah super la Réunion, c'est ah non. Ouais, on a deux économies en fait qui se superposent l'une sur l'autre. L'héritage un peu de la hiérarchie postcoloniale et l'économie de marché qui évidemment prime aussi sur toutes les autres considérations. Mais en effet, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça, pour faire évoluer cette situation? La révolution. Alors on lance un appel là. Pour tous ceux qui veulent des dessins animés en créole à la télévision nationale. Non, je pense que c'est vraiment à nous, en tant que créoles, déjà, d'être fiers de notre culture. Déjà, de parler, ce rapport aux anciens aussi, tu vois, de s'intéresser à nos histoires, à nos particularités, et puis d'être fiers de ça. Moi, je trouve que... Ouais, on a honte, tu vois, même au niveau de l'accent, tu vois, souvent, on va avoir honte de l'accent créole, ou moi, souvent, je fais encore des fautes de grammaire, de français, etc., et je vais m'excuser. Mais qui n'en fait pas, en fait, même ouais. sans être créole ou peu importe, quoi. Mais on a intégré que, voilà, parce que... on pense pas très bien maîtriser le français, mais ça c'est dans nos têtes, hein. Même un Parisien il fait des fautes. Oui, et puis c'est incroyable, enfin je veux dire dans ton cas par exemple, tu as créé des jeux sur les mots, tu as écrit un livre, bon en fait on se doute bien que tu maîtrises la langue quoi, il y a pas de sujet en fait autour de ça et pourtant intérieurement on a encore cette idée que parce que parfois on a un accent ou on a tout simplement on n'a pas la même histoire, le même arrière-plan familial ou même héritage culturel, tout à fait que les gens qui sont nés en hexagone, on est moins bien. Oui, ouais. C'est une idée qui revient beaucoup d'ailleurs dans les épisodes, c'est qu'on a intériorisé en fait cette idée et forcément on va se placer dans une position un peu inférieure alors qu'il n'y a pas de raison. On a aussi été à l'école républicaine, comme tu dis, on sait mieux dessiner un sapin. Je pense qu'il y a des Réunionnais, enfin, il s'agit pas de faire des comparaisons, mais on connaît aussi bien la littérature française que quelqu'un qui a pu aller à l'école ici. Enfin, je dis ici parce que moi je suis à Paris, mais du coup, il y a vraiment pas de raison. Mais du coup, je pense que vraiment la première chose, c'est être fier de ça, de le transmettre à nos enfants, parce qu'il y a beaucoup aussi du coup de créoles qui n'osent pas transmettre la langue créole à leurs enfants, qui sont encore réticents, qui ne le valorisent pas, qui pensent toujours que l'enfant sera un échec scolaire puisqu'il ne maîtrisera pas bien le français.
Donc, il y a un gros travail. Et surtout, il faut que les Réunionnais qui sont diplômés reviennent à La Réunion, à des postes de responsabilité, parce que c'est vraiment ici qu'on peut faire changer les choses, parce qu'on a une légitimité à revenir, on a une légitimité à montrer l'exemple aussi aux jeunes. Moi, j'étais vraiment touchée donc j'ai fait le salon Athéna, c'était l'année dernière. C'est quoi le salon Athéna ? C'est un salon du livre à Saint-Pierre, un des plus gros salons, c'est sur le bord de mer de Saint-Pierre, c'est gratuit, donc les gens déambulent et tout. Et plein de gens se prenaient en photo avec moi. Donc moi j'étais sur le stand du distributeur et puis il vient me voir, il me fait ta famille est grande quand même, hein. Et puis je lui dis mais non, mais les gens qui se prennent en photo avec moi, c'est pas des gens de ma famille en fait, c'est juste des Réunionnais qui disaient nous aussi nous les capables d'écrire livre, fait bande de jeu. Parce qu'en fait, sur ce salon, la majorité des auteurs sont oreilles ou sont des invités de l'Hexagone. Il y a une minorité de Réunionnais. Et donc, rien que ça, tu vois, les gens étaient contents. Et en plus, du coup, moi, c'est Aonienne, donc c'était à Saint-Pierre. C'est la boutique Aonienne, ce sont mes grands-parents. Donc, en plus, maman, la boutique. Non, mais faut m'y prendre en photo. Et tu vois, juste cette fierté de se dire, ah ouais, tu montres, en fait, à des enfants que en fait tu peux être Marmaille la boutique et tu peux écrire des livres, tu peux faire des jeux, tu peux faire des dédicaces, tu vois. Et c'est pour ça que moi je veux vraiment qu'il y ait un maximum de Réunionnais qui rentrent, aussi pour donner de l'espoir à la jeunesse. Ouais, parce qu'il y a des parcours qui sont possibles en fait et qu'on voit pas. Oui, c'est possible et c'est à nous de prendre notre place en fait. Ouais. Je pense qu'on peut pas être plus d'accord avec toi chez Bas de Carré. C'est un peu ce qui nous avait manqué en fait au début quand on a créé le podcast. On se disait mais c'est fou parce que nous, à titre individuel, ça nous arrive de rencontrer des Réunionnais dans notre vie personnelle par les hasards de la vie et de se dire ah mais c'est fou, il ou elle a un parcours hyper intéressant et il y a une petite fierté de se dire moi aussi je viens de la Réunion, mais c'est génial ce que t'as fait, on est trop content de se rencontrer et de s'écouter aussi, mais on ressent un peu un manque d'une visibilité, pas forcément pour créer un sentiment communautaire, mais tout simplement pour se dire mais on vient du même endroit, comment tous ces parcours ont été possibles alors que si on retourne 10-15 ans en arrière, pour notre génération, on n'avait aucune idée en fait de ce qui nous arriverait déjà et de ce qui serait possible en tant que Réunionnais, comment on allait concilier le fait de partir de Lille et de faire nos études à 10 000 kilomètres, qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de nos vies et est-ce qu'on allait vraiment pouvoir réussir en étant loin, quelles étaient nos possibilités. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout cette visibilité. C'est pour ça que je trouve ça génial aujourd'hui qu'avec Internet, avec toute la possibilité d'avoir des médias différents, on puisse enfin peut-être accéder un peu plus à ces histoires. Mais c'est vrai qu'on est complètement d'accord avec toi là-dessus que c'est hyper inspirant en fait de pouvoir voir d'autres parcours, raconter des histoires, montrer des profils, se dire que t'as pas besoin d'être né dans des conditions exceptionnelles pour pouvoir suivre un parcours que t'aimes, réaliser des rêves, changer aussi comme on voit dans ton propre parcours, parce que comme tu dis, entre la saison 1 et la saison 2, c'est quand même des conditions et des expériences très différentes malgré tout. Donc on peut faire aussi plein de choses en pas tant d'années que ça, parce que tu disais, t'es pas encore un gramoun quand même. Hein. Et on peut faire aussi des choses à La Réunion. Oui. Je sais que, par exemple, quand moi je suis retournée, ça a été vu un peu comme un échec. C'est-à-dire, Oudmar Maïla rentré donc. C'est-à-dire que dès lors que, par exemple, j'étais à Paris, ma maman disait, Céline est à Paris. Elle est à Paris, point. C'est-à-dire que la conversation ne continue pas. C'est comme déjà une réussite d'être à Paris. Oui, si t'es à Paris, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour toi, quoi. Voilà. Je pouvais être au chômage ou avoir un super boulot. Les gens, dans leur imaginaire, son fils est à Paris. Mais là, où tu files à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais oui, c'est un échec, quoi. Ouais, ça, c'est fou, hein. Ouais, c'est dingue de se dire que pour beaucoup de Réunionnais, la réussite, ça passe par l'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ou le Canada, ou l'Australie, etc., quoi. Et que de dire que non, j'ai choisi de rentrer. Ouais.
Ok, peut-être que j'ai moins accès à tout plein de trucs, mais c'est un choix en fait. Et c'est vu vraiment comme un déclassement social. Donc c'est pour ça que c'est vraiment aussi à nous en tant que Réunionnais de changer cette vision en fait. Effectivement, t'as raison, et c'est le pendant de ce qui teinte le départ aussi, parce que en fait, on se pose pas de questions. Pour beaucoup d'entre nous, le départ n'est pas un sujet à question. En fait, il faut partir pour réussir. Donc, évidemment, logiquement, le retour est teinté de l'inverse, de l'idée inverse. Alors que on le voit, je pense beaucoup chez des jeunes de notre génération, enfin on va dire allez qu'on a passé la trentaine, enfin entre 30 et 40 ans, c'est tellement dur de rentrer, mais franchement c'est une réussite si tu parviens à rentrer après avoir construit plein de choses professionnellement, socialement, ailleurs, peu importe où. En fait, c'est quand même une réussite personnelle de se dire j'ai passé le pas pour revenir, et se dire que ça serait un déclassement social. En fait, c'est dur aussi comme idée. Ouais. Et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a plein de choses géniales dans le fait de rentrer. On revient quand même vers notre famille, vers nos origines. C'est l'occasion de mieux se connaître, de mieux connaître des gens qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de fréquenter beaucoup quand on était plus jeune. Et comme tu dis, de rapporter quelque chose sur le territoire. Finalement, on a fait tous ces efforts pour s'éduquer, travailler, faire d'autres expériences. Les faire bénéficier sur place, c'est sûr que je pense que c'est un souhait et un rêve pour beaucoup en fait qui sont partis et qui ont envie de revenir. Donc j'espère que ce sera de plus en plus possible, et que avec cet épisode, on encourage aussi les gens qui nous écoutent. Un exode massif. Exactement. On sait que parmi nos auditeurs, on a quand même une grande majorité de Réunionnais justement qui sont partis et qui sont pas rentrés, pas encore. Et je pense que ça témoigne aussi d'un attachement à l'île et d'un besoin qu'on a de continuer à être proche de la Réunion, même si le retour n'est peut-être pas dans l'immédiat. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de témoignages comme ça de gens qui nous ont dit ça fait du bien d'entendre aussi l'expérience d'autres Réunionnais, et puis ça crée un lien malgré tout avec l'île. Donc peut-être que voilà, ça contribue un petit peu à la réflexion aussi. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? Donc sur mon site internet www.okopix.fr. Ok, donc Okopix, c'est O-K-O-P-I-X. Et si on est à La Réunion, dans toutes les librairies de l'île, Fnac et Leclerc inclus. Super. Allez acheter le livre, il est génial. Bon, nous, on l'a déjà, on l'a même fait gagner sur Instagram. Il est trop, trop bien, il est super complet. Et en plus, il nous transporte vraiment dans l'histoire de notre île. Donc, et c'est en français et en créole. Exactement, en français et en créole en plus. Donc ça, c'est trop bien aussi. Ouais, il est 100% approuvé par Baccaré. On arrive à la conclusion de notre interview, du coup, Céline, et nos traditionnelles 3 questions de fin. Oui. Tout d'abord, que dirais-tu à la Céline plus jeune, peut-être celle qui n'est pas encore partie de la Réunion ? Alors, j'ai écrit, puisque tu m'as envoyé les questions avant, donc je lis. Je lui dirais, accepte ce qui t'arrive, accepte l'événement, encaisse le choc de son arrivée. Ensuite, considère l'événement comme un appel qui implique une réponse. Répondre signifie choisir un camp, s'engager. Voilà. Je pense que moi, on voit bien là dans mon parcours et avec mon coco dur, j'ai beaucoup lutté contre les événements. J'ai beaucoup de colère. Et du coup, voilà, c'est un peu ma réponse en me disant, il y a des événements qui sont plus forts en fait. Faut juste les accueillir et savoir du coup comment tu t'engages en réponse à l'événement qui t'arrive. La Réunion est quand même une île très violente, donc moi aussi c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait on s'entretue les uns les autres. On dirige vraiment notre violence envers nos semblables. Donc c'est violence intrafamiliale, violence de voisinage, etc. Mais il n'y a pas de violence, on va dire, contre l'autorité étatique ou contre... voilà. Et je pense qu'on a un vrai problème à résoudre de pourquoi on s'attaque à celui qui nous ressemble. C'est un peu ce que tu évoquais quand tu disais qu'on est très docile par rapport à d'autres territoires.
On est docile, mais du coup, on réoriente la violence qu'on intègre. Soit on s'en prend à soi-même, Oui. Soit à nos proches ou aux gens qui nous ressemblent. Donc voilà, d'être dans cette acceptation des événements qui peuvent être violents, notamment à La Réunion. Très bien. Et selon toi, quel Réunionnais ou Réunionnaise devrions-nous tous connaître? Daniel Honoré. Ah, Donc Daniel Honoré, son papa est de Canton, sa maman c'est une descendante d'esclaves afro-malgaches. Donc il a grandi à Saint-Benoît, donc dans la boutique chinoise, et il est devenu professeur d'anglais. Donc il a eu cette réussite d'être fonctionnaire, parce que c'est encore un rêve, hein, hélas. Et c'est un grand poète, un grand écrivain, un militant de la culture créole. Et pour moi, il s'est pas contenté en fait d'être dans l'élite culturelle. Il a fait vraiment un travail de fourmi. Il a fait un dictionnaire d'expressions et de proverbes créoles qu'il est allé chercher auprès des anciens. Donc c'est vraiment un travail de fourmi. De récolte de sirandane, donc les petites devinettes créoles. De contes. C'est un grand conteur, il a formé des générations de conteurs. Donc vraiment, dans ce respect des anciens, dans cette volonté de transmission et de valorisation de la culture créole. Et il est quand même tourné vers la modernité parce qu'il a créé un dictionnaire qui s'appelle Mofeknet, où il propose des mots créoles pour dire des mots contemporains. Donc pour moi, c'est vraiment mon idole. oui, c'est une vraie inspiration. On sent que ton travail s'inspire aussi de sa démarche. Voilà. Donc, dans la saison 3 de ma vie, c'est le cinéma. Et donc, mon prochain documentaire, donc je commence le tournage en février, c'est en partie sur Daniel Honoré. Trop bien, on a trop hâte. C'est incroyable, c'est vraiment une source intarissable de nouveaux projets. On espère qu'on va te suivre encore pendant longtemps parce que je sens qu'on va faire plein de belles découvertes. Alors pour finir, quelle expression créole tu voudrais nous partager aujourd'hui? Alors, il y a plein d'expressions créoles que j'aime bien. Bat carré, c'est aussi une des expressions que j'aime beaucoup. Ma grand-mère adorait bat carré. Il y a casse l'armoire ou fait son dentelle. En fait, c'est toutes les expressions où en fait un locuteur non créolophone pourrait penser comprendre. Par exemple, casse l'armoire, casser l'armoire. Sauf que si tu n'es pas créolophone, tu ne peux pas accéder au sens. Et donc, pour moi, ça révèle vraiment que le créole est une langue codée, un peu une langue secrète qu'on aurait comme ça entre créoles. Parce que si tu n'es pas créole, tu ne comprends pas, tu ne peux pas deviner le sens de casse l'armoire ou fait ton dentelle. Tu peux même pas imaginer. Et je trouve ça magnifique de se dire qu'à un moment donné, y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, casse l'armoire, c'est super ça pour dire d'être magnifiquement bien habillé. Donc c'est l'invention, la trouvaille d'un individu qui a été repris collectivement, puisque tout le monde s'est dit ah ouais non mais c'est une jolie métaphore. Donc comment ça a été repris collectivement et comment on s'est réapproprié en fait cette langue pour en faire une nouvelle, la langue créole, avec notre propre signification. Et si t'es pas créole, tu comprends pas. Donc ouais, c'est vrai. Je trouve ça tellement beau de se dire qu'on est une langue codée. C'est vrai qu'on l'avait jamais vu comme ça. C'est tout à fait exact. On a ce format. Au tout début, quand on avait commencé à lancer notre compte Instagram, on s'est dit bon bah qu'est-ce qui intéresse les gens, nous qu'est-ce qu'on trouve drôle dans la culture réunionnaise, dans la langue créole, et on s'était dit ah bah il y a toutes ces expressions créoles qui sont extrêmement imagées et nous, ça nous semble normal parce qu'on connaît le sens en fait, mais on se rend bien compte que derrière Tia coupe gros bois, bon là on comprend encore un peu le sens de l'expression parce qu'il y a une expression française aussi qui correspond, mais d'ailleurs il faudrait utiliser, alors moi je préfère tipéter gros l'odeur. C'est à peu près Tia coupe gros bois, mais du coup c'est carrément plus drôle. Et c'est ça aussi la langue créole, c'est que t'éclates de rire. C'est vrai, qu'est-ce qu'on rigole des fois. Donc tu penseras la prochaine fois. C'est extraordinaire parce que c'est des choses simples aussi, ouais. C'est des choses de la vie de tous les jours ou complètement naturelles. Et en fait, c'est tellement drôle de se dire que quelqu'un a pensé à ça. C'est ça le génie créole, c'est que on rigole. Et bah c'est comme battre carré, tu vois. T'as l'impression que ça pourrait être français, mais tu ne peux pas deviner le sens.
Oui, c'est vrai que ça, c'est particulièrement codé. C'est aussi tout chargé d'histoire parce qu'il y a l'évolution de la langue et d'un passé historique aussi qui a donné lieu à cette expression que tous les créoles connaissent en fait. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, mais c'est vrai que ça serait hyper intéressant aussi de faire toute une histoire de toutes ces expressions et ces images qu'on utilise, nous, naturellement. Comment elles sont nées. Encore une enquête qu'on doit faire auprès des Gramoun. Merci beaucoup Céline, c'était passionnant ton parcours et hyper inspirant. Donc je suis sûre que ça va inspirer beaucoup d'auditeurs. Nous en tout cas c'est le cas dans l'équipe. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Où trouver ton livre? Où est-ce qu'on peut toi te suivre? Réseaux sociaux, donc j'ai la page Facebook et Insta Okopix, OKOPX. Voilà. Trop bien. Eh ben, allez acheter le livre ou le prêter ou le découvrir en librairie et aussi découvrir tes jeux. Ouais. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @BAT-KARE, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!